Vous écoutez La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Bienvenue. Aujourd'hui, je reçois Madame le Docteur Vagin. Et si vous ne la connaissez pas encore, je vous conseille très fortement d'aller la lire sur Instagram, où elle écrit des textes sensibles et magnifiques. Madame le Docteur Vagin nous raconte donc aujourd'hui à La Consulte son parcours, depuis une inscription en classe préparatoire qui s'est vite avérée une mauvaise idée, jusqu'à son cabinet de cardiologue de ville en banlieue, en passant par la remise en question de son intérêt pour la psychiatrie, un choix de ville hasardeux sur Minitel et des stages éprouvants. Avec Madame le Docteur Vagin, nous avons parlé de choix, de passion et de la beauté de la médecine de ville. Bonne écoute. Bonjour Madame le Docteur Vagin, bienvenue à La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Et alors pour commencer, je vais te demander de te présenter s'il te plaît. Je suis cardiologue, j'ai 45 ans. Je travaille en libéral, je suis dans un cabinet seul. Je travaille dans une ville qui est une assez grosse ville dans la banlieue proche de Paris. Une ville qui est néanmoins un désert médical. Je me suis installée début 2011. J'ai repris un cabinet qui était déjà occupé par une femme seule. Et donc depuis début 2011, je fais le même travail quotidien dans ce cabinet. Aujourd'hui, tu vas nous raconter un petit peu comment tu en es arrivé jusque-là et on parlera peut-être aussi un petit peu de ton quotidien. Et alors, pour commencer, à quel moment tu as décidé que tu allais devenir médecin dans ta vie et pourquoi médecine ? Alors, à quel moment j'ai décidé de manière certaine, j'aurais du mal à le dire. Après, je me souviens que déjà enfant, la médecine, clairement, c'était quelque chose qui m'intéressait. Déjà en primaire, donc ça faisait partie des possibilités que j'envisageais. Après, je me souviens qu'au lycée, c'était beaucoup plus flou. Enfin, ça a toujours fait partie, des avenirs possibles, mais sans que ce soit vraiment très décidé. Alors après le bac, j'ai eu un trajet un petit peu tortueux, on va dire, puisque j'ai fait mon lycée à l'étranger, j'étais en Californie. Donc j'étais dans un lycée français à l'étranger, donc assez peu informée quand même de ce qui se passe après le bac. J'ai beaucoup hésité entre continuer mes études aux États-Unis et rentrer en France, sachant que mon choix de rentrer en France a été quand même surtout guidé par le désir de partir loin seule, plus que par un véritable plan de carrière. Et du coup, je me suis retrouvée en fait à remplir des dossiers pour mes études supérieures sans énormément de réflexion. Donc j'ai rempli une demande en médecine et j'ai rempli aussi une demande en prépa scientifique à la demande de mes parents, donc en maths sup. Et en fait, j'ai été prise en maths sup au lycée Saint-Louis à Paris. Et en médecine, j'étais sur liste d'attente parce que en fait le lycée français de San Francisco est rattaché à l'académie de Caen, enfin comme toute l'Amérique du Nord à l'époque en tout cas. Et moi, j'avais fait mes demandes à Paris puisque je viens de banlieue parisienne à la base. Et du coup, à Paris, en fait, j'étais pas prise en médecine. J'ai été prise à l'académie. Non, j'avais pas fait de demande à Caen, pardon. J'avais juste fait une demande à Paris et j'étais pas prise. Du coup, en fait, je me suis retrouvée un petit peu coincée. Puisque ma seule possibilité pour rentrer en France, c'était de prendre cette place en maths sup. Donc je suis rentrée en France et j'ai fait un an de maths sup. Sachant que peut-être à peu près 15 jours après la rentrée, j'avais déjà décidé que je resterais pas dans cette voie puisque en fait j'avais absolument rien à y faire. Et très vite, voilà, cette idée de la médecine est revenue. En fait, je me suis rendu compte que je m'étais complètement trompée de choix. Enfin, en fait, c'était un choix par défaut. Et donc, j'ai passé cette année de maths sup à me dire que l'année suivante, je ferais médecine si je pouvais. Et je passais tous les jours devant la fac de médecine pour prendre le métro. Et voilà, donc je me suis dit, si je peux, j'irai dans cette fac-là l'an prochain. Donc, c'était Broussais Hôtel Dieu, qui est rue de l'École de médecine, qui est une fac absolument magnifique architecturalement. Et donc j'ai fait ma demande à la fin de cette année de prépa, sachant que j'étais pas certaine en plus d'avoir une place ni à Paris ni en médecine de toute façon, parce que j'étais plus prioritaire et puis il y avait toujours ce problème que j'étais officiellement pas parisienne. Mais j'ai quand même été prise et voilà, donc en fait c'est à ce moment-là, donc un an plus tard, que je me suis retrouvée en médecine
à débuter donc de l'AP1 et à me rendre compte que là, cette fois-ci, j'étais dans les bonnes études et que c'était bien ce que j'avais envie de faire au départ. Donc voilà, donc ce choix de faire médecine, c'est à la fois un choix qui est très ancien et en même temps, comme un petit peu tout le reste de mon parcours, un choix qui n'a pas été linéaire ni très simple à faire à aucun moment. Voilà. Et t'avais des médecins dans ton entourage. C'était quoi ta représentation des études de médecine et du métier de médecin à ce moment-là, quand t'es en prépa et que tu te dis mince, je fais fausse route? Alors honnêtement, je pense que j'avais pas d'idée très claire de la médecine en dehors d'idées très très abstraites, hein, parce que moi j'ai aucun médecin dans ma famille, ni proche ni lointaine, hein, vraiment aucun. J'ai pas beaucoup de consulté de médecins quand j'étais enfant, donc je sais pas, c'était quelque chose qui m'attirait. En fait, c'était plus la connaissance du corps humain, je pense, qui m'attirait pas mal. Et puis, enfin ça c'est quand j'étais jeune, on va dire, jeune collégienne. Et puis après au lycée, je me suis pas mal intéressée à la psychanalyse, à Freud, tout ça. Donc c'est vrai que j'avais aussi l'idée un petit peu de devenir psychanalyste. Bon, sachant que maintenant je suis cardiologue, c'est un petit peu à l'opposé de ma pratique quotidienne. Mais voilà, je pense que c'était une idée très 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 abstraite, très intellectuelle de ce que pouvait être la médecine. Plus le savoir, je pense que le savoir médical m'intéressait pas mal, mais j'avais pas vraiment d'idée sur ce que pouvait être la pratique en fait. Et alors cette première année de médecine, elle s'est passée comment pour toi? Ça t'a plu? Tu t'es épanouie? Raconte. J'en garde pas un mauvais souvenir en fait. Bon, déjà j'avais un an de recul par rapport au bac. Enfin, mine de rien, cette année de maths sup qui me semble comme une année un peu perdue, hein, même si ça m'a permis de grandir et de réfléchir à d'autres choses. Ça, mine de rien, ça m'a servi, je pense, au niveau méthodologie, d'être habituée à travailler beaucoup. Donc, je suis arrivée relativement confiante et je me suis assez rapidement fait des amis aussi, un groupe d'amis, ce qui a beaucoup joué, je pense, parce que bon, l'année de P1, comme dans beaucoup de facs, c'était quand même un super bordel, bon, avec les doublants qui faisaient du bruit pour empêcher qu'on écoute, enfin bon, les places qu'il fallait garder à l'avance, des trucs comme ça. Donc c'est vrai qu'on était 4 ou 5 à s'entendre très bien et à s'aider mutuellement, et on avait établi un roulement pour qui arrivait en avance pour garder les places pour les autres dans l'amphi, des choses comme ça. Donc j'avais l'impression d'être plutôt bien entourée. Et en fait, j'avais vraiment envie de faire ces études-là, et je pense que ça m'a vraiment aidé à supporter cette année difficile. En tout cas, aussi longtemps après, maintenant, j'en garde pas du tout un mauvais souvenir. J'étais vraiment prête à, comme on l'est à 18 ans, hein, à sacrifier un an pour faire ce que je voulais. C'est probablement pas quelque chose que je ferais encore maintenant. Mais voilà, à 18 ans, tout est possible. Et t'as pas redoublé ta première année, du coup? Non, je l'ai eu du premier coup, le concours. Et tes amis aussi? Une amie l'a eu aussi, et une autre l'a eu l'année d'après. Il y en a un qui est parti en kiné, et la troisième est partie en bio. Ensuite, comment ça s'est passé? T'étais quel genre d'étudiante à faire la fête tous les jeudis soirs, ou hyper studieuse? Alors ensuite, c'est presque comme un trou en fait dans mes études. La deuxième et la troisième année, en fait j'ai vraiment déserté la fac. J'étais quasiment plus là. C'est-à-dire, je venais une fois par semaine récupérer mes Ronéo au bureau des élèves. Et puis le reste du temps, je faisais d'autres choses. Je me suis un peu désintéressée du truc assez vite parce que je trouvais que les cours étaient pas intéressants. En fait, ça parlait pas de médecine, ça parlait encore de physiologie, d'anatomie, de je ne sais quoi, qui m'intéressait pas tellement. Et je sais pas, j'avais peut-être aussi un grand ras-le-bol après cette année de concours. J'avais envie de faire d'autres choses. J'ai rencontré des gens, j'ai vécu ma vie qui avait pas grand-chose à voir avec mes études. Et c'est vrai qu'à un moment, voilà, peut-être en troisième année, fin de troisième année, on m'aurait demandé ce que je faisais comme étude, j'étais à la limite de dire, ben, j'en sais rien, parce que je m'étais complètement détachée du truc.
Même les stages à l'hôpital qui étaient quand même supposés donner une sorte de colonne vertébrale aux études, j'y allais pas tellement parce qu'on était extrêmement peu encadrés. Donc moi j'étais un peu en roue libre en fait. Je participais aussi un peu je participais à la vie de la fac, hein, j'étais assez active au BDE, donc c'est vrai qu'on faisait pas mal de fêtes, de soirées, tout ça. Mais ouais, non, c'était très peu orienté études quand même, globalement. Donc ces deux années-là, la deuxième, troisième année, ça reste des années un peu étranges en fait. J'étais rattachée à pas grand-chose, un peu voilà, un peu en train de flotter entre deux mondes. Ça me laisse pas un souvenir exceptionnel. Et puis voilà, c'est dans ça me donne un peu l'impression a posteriori quand même que ces 6 ans d'études avant de devenir interne pour être je parle à titre personnel, hein, mais aurait pu être mieux employé probablement entre une première année où on travaille quand même énormément, les 2 dernières années où on travaille aussi beaucoup pour préparer l'internat, et puis au milieu un peu de flou artistique, enfin me concernant, qui font que voilà, c'était globalement assez déséquilibré comme manière d'apprendre les choses. Et pendant ces 2 années où tu fais pas beaucoup de médecine, à aucun moment tu te poses la question de est-ce que tu as fait le bon choix concernant tes études? Tu ne remets pas en question ton choix d'études de médecine, en fait? Non, je crois pas. En tout cas, je m'en souviens pas. Je pense pas. C'est juste que j'avais l'impression que le temps était quand même très, 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 très long avant de commencer à entrer dans le vif du sujet. C'est plus ça. Une sensation vraiment d'attente voilà, avant de devenir enfin externe, d'être impliqué dans la vie des services, d'apprendre les maladies, voilà. J'avais l'impression que j'étais un peu de rester dans l'antichambre de ces études et de faire du surplace. C'était plus ça. Mais non, je me suis pas dit, je me suis trompée, il faudrait que je fasse autre chose. Enfin, en tout cas, je m'en souviens pas. Et t'as quand même réussi à trouver la motivation pour travailler, passer tes partiels, éviter ou pas les rattrapages? Bah, ouais, finalement, je devais être quand même quelqu'un d'assez sérieux parce que finalement, oui, j'ai eu tous mes examens et ça se passait bien. Mais après, je pense qu'on croulait pas non plus sous le travail. Hein. C'était pas hyper intense comme rythme. Et alors, est-ce que l'externat, t'as vraiment eu l'impression, allez, ça y est, cette fois, de mettre le pied dans la médecine? C'était à la hauteur de tes attentes? Ça s'est passé comment? Alors là, j'ai vraiment eu l'impression de mettre le pied dans la médecine, ça c'est sûr. Presque un peu trop d'un coup, en fait. J'ai trouvé ça assez violent. En fait, quand je me suis rendu compte, non mais c'est vraiment bête, mais je pense que assez vite, peut-être quelques semaines après le début de l'externat, j'ai eu quand même cette pensée qui m'est tombée dessus, un peu idiote quand même. Je vais être à l'hôpital tous les matins pendant les 10 prochaines années, au moins. Et je m'en étais jamais, enfin, j'avais jamais eu cette réflexion avant. Et j'ai trouvé ça terrifiant, en fait, de dire, bah voilà, mes 10 prochaines années, je sais déjà où je vais être tous les jours et ce sera à l'hôpital et je n'ai plus le choix. Donc là, je me suis sentie un peu emprisonnée. Sans que ce soit quelque chose de mauvais, hein. C'est pas que je détestais aller à l'hôpital, mais c'est cette absence de liberté qui m'a un peu, ça m'a fait quelque chose. Et puis aussi les premières gardes, en fait. Je sais pas du tout être réveillée la nuit. Moi, quand je dors. Et c'est quelque chose qui est toujours le cas actuellement. C'est vraiment. C'est vrai que les premières gardes que j'ai faites aux urgences, j'ai trouvé ça traumatisant, en fait, de s'endormir et d'avoir un téléphone qui nous réveille à n'importe quelle heure pour descendre soigner. Je me dis, mais voilà, en fait, on est passé de rien, c'est-à-dire je suis dans l'antichambre de la médecine à tout. C'est-à-dire la médecine me vole mes nuits et je dois être disponible tout le temps. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un grand écart en quelques mois qui était assez violent. C'est le début de mon externat, c'est de ça que je me souviens. Après, je me suis habituée, hein, comme tout le monde, mais sinon, à part ça, oui, non, l'externat, j'en garde des bons souvenirs. On avait je suis passée dans des bons services avec bon, tout n'était pas super évidemment, mais globalement j'en garde des bons souvenirs avec des professeurs souvent qui étaient quand même plutôt sympas, charismatiques, enfin qui donnaient vraiment une vision assez brillante de la médecine et
c'était inspirant, quoi. Et puis globalement avec les autres externes on s'amusait bien, j'ai toujours été dans des bonnes équipes, enfin voilà, j'ai des bons souvenirs de l'externat, c'était sympa. Et à cette époque, il n'y avait pas encore de stage chez les généralistes libéraux? Non, il n'y avait pas du tout de stage en libéral, ça n'existait pas du tout, hein. C'était très CHU centré. Ah oui, ouais, moi j'ai fait mes études à la préhistoire, hein. J'ai passé l'internat en 2001, donc c'était fin des années 90. Non, le stage en libéral, ça n'existait pas. Ouais. Non, tout était centré sur le CHU, hein. Puis c'était une vision quand même très verticale de la médecine, hein, le professeur, les PH, le chef de clinique, l'interne, et puis à la fin l'externe qui porte les dossiers, hein. Je sais pas si ça se passe encore comme ça maintenant, mais bon, c'était ça faisait très années 50, hein, dans la manière de procéder. Et à cette époque, toi, quand tu étais externe, ce système-là, tu l'as pas remis en question? Tu te posais des questions par rapport à la place du patient? Oui, non, quand même. Ouais, il y avait des trucs qui étaient choquants. Même, on s'en rend compte tout de suite quand le patient, c'était le dernier à pouvoir dire quelque chose. Les grandes visites où on rentre à 20 dans la chambre, tout le monde parle comme si la personne dans le lit n'était pas là. À la limite, il se fait examiner devant tout le monde sans qu'on lui ait demandé son avis. Enfin, c'est des trucs qui étaient quand même très très limites, quoi. Et c'est comme tout, en fait. C'est quand on arrive pour la première fois, les premiers mois, qu'on se rend compte de tout ça. Et en fait, après quelques temps, c'est presque intégré et ça arrête de nous révolter. On se dit c'est comme ça. Et à chaque fois, c'est quand on est parti quelque temps, qu'on en a fait autre chose et qu'on y revient, que ça nous choque à nouveau, je trouve. Donc c'est vrai que c'est au début que ça m'a le plus choqué. J'ai des souvenirs comme ça, peut-être la première année d'externat. Mais après, moins. Parce qu'en fait, on s'habitue, malheureusement. Et c'est souvent quand on est externe qu'on commence à réfléchir à sa spécialité, à son mode d'exercice, où on se dit ah ben tiens, ce médecin, j'aimerais bien être comme lui. Il y a eu ça dans ton parcours aussi? T'as commencé à te projeter, à essayer d'imaginer ton avenir? Alors, comme je t'ai dit, moi, c'est vrai que bon, la médecine, ça m'intéressait depuis toujours, mais c'est vrai que bon, quand j'étais au lycée, je m'étais pas mal intéressée à la psychiatrie, la psychanalyse surtout plus que la psychiatrie. Donc c'est vrai que je suis un peu restée sur l'idée en commençant mes études de médecine que j'allais devenir psychiatre. Et c'est une idée qui est devenue de plus en plus forte avec les années qui passaient. C'est-à-dire quand on a étudié la psychiatrie à la fac, donc j'étais en 4e ou 5e année, je me souviens plus. C'était vraiment, j'attendais ça, mais depuis voilà, ça faisait très longtemps que j'attendais ça, d'avoir enfin ces cours, et puis de pouvoir passer en psychiatrie en tant qu'externe, c'était un truc. Voilà, j'étais sûre que je voulais devenir psychiatre, et c'était voilà, j'avais mis cette spécialité vraiment au-dessus de toutes les autres, et on pouvait pas faire de psychiatrie avant la 5e année, je sais plus pour quelle raison exactement. Peut-être parce qu'on n'avait pas étudié en cours, mais bon voilà. Donc en fait le stage de psychiatrie, j'ai pu le faire que au milieu de la 5e année, et j'ai fait un stage de pédopsychiatrie à l'Institut Mutualiste Montsouris. Donc c'est un très très bon service. J'étais dans un service de troubles du comportement alimentaire, et c'est vrai que le stage en fait m'a beaucoup ennuyée, et ça a été terrible pour moi de me rendre compte de ça, que en fait ça m'intéressait pas tellement. Enfin, au début, ça m'intéressait, les premières semaines, ça m'intéressait, mais assez vite, je me suis rendu compte que, alors, soit c'était moi qui me blindais vraiment inconsciemment pour pas entendre la souffrance des jeunes filles face à moi, soit c'était vraiment du désintérêt. J'ai du mal à faire la part des choses, mais très vite, en fait, je me suis rendu compte que j'arrêtais d'écouter. C'est vrai, on était en entretien avec le psychiatre et puis moi, et en fait, je n'entendais pas ce qu'elle disait. Et je me rendais compte que je refusais en fait d'écouter, et que je refusais d'être intéressée, de m'impliquer, et ça a été assez ça a remis en question beaucoup de choses, évidemment, puisque je me suis dit, mais en fait je peux pas faire de psychiatrie, parce que si au bout de 2 mois je suis déjà plus en train d'écouter les patients, mais qu'est-ce que ça va être au bout de 10 ans? C'est pas possible. Et puis je me dis, mais si je fais pas de psychiatrie, qu'est-ce que je vais faire? Parce que finalement c'était pour ça que j'avais fait de la médecine, et ça a été une période assez inconfortable.
parce que je voulais quand même, je voulais m'accrocher à cette idée de devenir psychiatre. Je me disais, c'est juste que c'est pas le bon service, il faudrait que je vois autre chose, peut-être que je fasse de la psychiatrie adulte, ou je vois des patients psychotiques, ou voilà, d'autres choses. Peut-être que c'est juste ça. Et mais voilà, c'était quand même très très déstabilisant comme expérience. Et j'en ai parlé avec les psychiatres du service, parce qu'ils savaient évidemment que moi je voulais devenir psychiatre au début. Et c'est vrai qu'à l'entretien de fin de stage, je leur ai dit quoi, que j'étais emmerdée parce que en fait j'étais plus du tout sûre de vouloir devenir psychiatre après cette expérience. Et ils ont été vraiment super parce que au lieu de prendre ça comme un désaveu en fait de ce que eux m'avaient montré, ils ont vraiment été à l'écoute pour le coup et de très bons conseils en fait. Ils m'ont dit mais c'est pas grave si t'es pas sûr de devenir psychiatre, ne fais pas de psychiatrie. Ils m'ont dit de la psychiatrie de toute façon, tu en feras dans toutes les spécialités que tu choisiras, il y aura de la psychiatrie. Donc tu en feras de toute façon de la psychiatrie. Mais si tu n'es pas passionné par le stage, fais autre chose. Et c'est vrai que c'est un conseil qui m'est vraiment resté en tête, et d'ailleurs que je les entends encore me dire ça parce que je pense que c'était vraiment un conseil extrêmement intelligent et extrêmement bienveillant qui m'a beaucoup aidé, qui m'a permis en fait de faire le deuil de ce choix et de me dire c'est pas grave, c'est pas parce que tu fais pas psychiatrie que tu n'auras plus jamais face à toi un patient qui est en rapport avec la psychiatrie. Et que effectivement, je pense que c'était très vrai parce que bon, je vais pas dire que j'en fais tous les jours, mais j'en vois des patients qui ont des problèmes psy, évidemment, j'en vois tout le temps, comme tout le monde. Et j'apprécie d'autant plus de les voir maintenant, sans me préoccuper de leur traitement ou de leur prise en charge. Mais j'apprécie d'autant plus de les voir maintenant que c'est pas vraiment mon travail. Donc ça reste un plaisir et un rappel de ce pourquoi j'ai fait de la médecine. Mais c'est pas mon quotidien. Mais sinon, dans les autres stages que j'avais fait avant de faire ce stage en psychiatrie, mon premier stage, ça a été un stage en médecine interne qui m'a beaucoup marqué. J'ai adoré. Il y avait un chef de service qui était super, qui était vraiment... je regardais vraiment avec des yeux d'admiratrice et qui était vraiment sympa en plus. Et c'est vrai que du coup j'ai gardé un petit faible pour la médecine interne. Voilà, c'était un peu mon deuxième choix du coup. Une fois que je me suis dit je vais pas faire de psychiatrie, je vais peut-être faire de la médecine interne. Et c'est resté après puisque c'est le premier stage que j'ai choisi, l'internat. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Justement, toi t'as passé l'internat. C'était l'époque de l'internat Nord-Sud encore ? C'est ça. C'était la dernière année où il y avait un concours au Nord et un concours au Sud. Et à cette époque, on n'avait pas besoin de choisir sa spécialité, en fait, quand on avait son résultat. On choisissait des grandes branches, en fait. C'est-à-dire, on faisait spécialité médicale, ou spécialité chirurgicale, ou gynéco, ou pédiatrie, ou psychiatrie. À ma connaissance, c'est plus comme ça maintenant. Du coup, ça laissait quand même énormément de latitude. C'était vachement bien. Parce que moi, voilà, j'ai passé l'internat, j'avais encore en tête, en passant l'internat, je disais encore à qui me demandait que moi, j'allais faire de la psychiatrie. Même si au fond, je savais pas vraiment, mais voilà, c'était mon filet de sécurité quand même. Donc, je savais pas du tout ce que j'allais devenir. Et finalement, pour le coup, l'année de préparation à l'internat, autant la première année, je l'ai bien vécue, autant la D4, j'ai trouvé que c'était un cauchemar. C'est vraiment une année que j'ai détestée. Et je savais que quel que soit mon résultat à l'internat, c'était hors de question que je redouble. Je ferais pas une deuxième année comme ça. C'était terminé les études, j'en avais ras-le-bol. J'avais juste envie de gagner ma vie, faire autre chose et arrêter de travailler. Enfin, arrêter de travailler Donc voilà. Donc là, l'internat, je l'ai passé. J'ai beaucoup travaillé cette année-là, qui pour moi a été vraiment une année de sacrifice et que j'ai mal vécu. Et je savais très bien que si j'avais un poste de médecine générale, je le prendrais et probablement que ça m'aurait tout à fait réussi. Avec 20 ans de recul, j'aurais beaucoup aimé être médecin généraliste. Mais c'est vrai que à la fac de médecine, on est coaché pour devenir spécialiste. On n'a que des profs qui sont spécialistes, on ne travaille que à l'hôpital. Les médecins généralistes, on ne rencontre jamais, on sait pas ce que c'est que la pratique de cabinet. Donc
c'est vrai que l'internat de médecine générale, on voit ça un peu comme un pis-aller. Si on n'a pas d'exemple concret autour de nous, voilà, moi j'avais pas d'idée de ce que ce serait. Ce serait ce que je choisirais si j'avais pas d'autre choix. Mais voilà, du coup j'ai eu la possibilité de choisir un peu ce que je voulais. Donc j'ai pris spécialité médicale parce que c'était ce qui me laissait le plus de choix. Sachant que une fois que j'avais un poste en spécialité médicale, je pouvais toujours faire un remords pour faire de la psychiatrie, parce que c'était quand même resté dans mes possibilités. Je m'étais dit, je fais un an de spécialité médicale, et puis probablement que bon, ça va me lasser, puis que je ferai de la psychiatrie à la fin. Donc voilà, donc j'ai choisi spécialité médicale. Alors j'ai coché mes demandes. À l'époque, ça se faisait sur Minitel. Oui, non, j'ai vraiment l'impression de prendre un coup de vieux quand je raconte ça. Voilà, donc sur Minitel, j'ai coché mes demandes. Alors j'ai bien regardé les numéros de place des derniers prix. Alors moi j'avais le Nord, je me suis en fait, on passait le Sud en premier à l'internat. Et moi j'avais vraiment envie de partir de Paris. Là, il y avait cette année de préparation à l'internat que j'avais trouvé horrible. J'en pouvais plus. J'avais juste envie de vivre autre chose, partir loin, me faire une nouvelle vie ailleurs. Je vais aller dans le Sud. Il va y avoir du soleil, ça va me rappeler la Californie, ça va être super. Donc voilà, j'avais qu'une envie, c'était de partir dans le Sud. Donc l'internat Sud, j'ai plutôt bien réussi. Puis l'internat Nord, 15 jours après, j'avais senti que j'avais bien réussi le Sud. Donc le Nord n'avait plus vraiment d'enjeu. D'ailleurs, ça n'a pas loupé. Je me suis complètement plantée au Nord. Donc je savais que j'irais pas au Nord et que j'irais au Sud. Donc j'ai rempli mes demandes. Et puis donc j'avais regardé les villes très précisément, jusqu'à quelle place je pouvais espérer être prise. Bon, voilà, j'ai un bon classement. Alors Montpellier, pas de problème. Toulouse, pas de problème. Marseille, je sais pas pourquoi j'ai pas regardé, parce que a posteriori en fait j'aurais dû prendre Marseille. Je n'ai pas coché Marseille. Je pense que j'ai fait n'importe comment mes choix en fait surtout. Et donc voilà, je suis allée visiter Montpellier parce que j'avais jamais mis les pieds à Montpellier. J'ai trouvé que c'était sympa. Toulouse, Toulouse c'est là que j'avais passé l'internat, donc j'avais passé 24 heures là-bas, pas de problème. Toulouse super. Donc j'ai mis Toulouse en premier choix, Montpellier en deuxième choix. Et puis comme je savais que j'aurais une des deux, après j'ai coché n'importe comment. Donc, j'ai mis Grenoble en troisième choix, et puis je ne sais plus trop ce que j'ai mis après. Enfin voilà, c'était du grand bazar mon truc. Et puis en fait, j'ai été prise à Grenoble, j'ai été prise ni à Montpellier ni à Toulouse. Donc ça a été quand même un peu un coup de massue quand j'ai vu Grenoble, parce que alors, vraiment, j'y avais pas du tout réfléchi. Hein. J'étais sûre que je serais prise dans l'une des deux villes que j'avais cochées avant. Donc Grenoble. Bon, c'est quand même le Sud, hein, mais bon, c'était exactement ce que j'imaginais. Donc j'ai pris spécialité. Donc voilà, donc j'étais en spécialité médicale à Grenoble. Voilà. Après voilà, donc une fois qu'on était pris en spécialité médicale, il y avait le jour des choix de stage en fait, comme ça se passe encore maintenant, j'imagine. Donc avec tous les futurs internes de spécialité médicale qui choisissaient les services dans lesquels ils pouvaient aller. Donc moi j'ai pris médecine interne, puisque médecine interne ça m'avait bien plu quand j'étais externe, et j'ai choisi médecine interne. J'ai fait 6 mois de médecine interne. Toujours en gardant cette idée que j'allais probablement faire un remords en psychiatrie. Mais voilà, donc je me suis retrouvée en médecine interne, premier semestre. Et en fait, ça m'a un peu lassée assez rapidement aussi, un peu comme la psychiatrie. Et c'est vrai que c'est là que j'ai commencé à me dire que c'était un peu inquiétant finalement, parce que tout me lassait assez rapidement. Ça m'ennuyait au bout d'un moment. Je trouvais ça pas très intéressant. Tu te projetais pas dans un exercice d'interniste pourquoi pas, mais c'était pas non plus. Ça me passionnait pas en fait. C'est-à-dire que passer les premières semaines qui sont en général hyper stressantes, où en fait la question principale c'est est-ce que je vais y arriver? Une fois que j'avais dépassé ça, la question du plaisir au travail se posait, et je trouvais pas ça hyper épanouissant, quoi. Et du coup, c'est vrai que je pense que c'est vraiment c'est quand même là que j'ai commencé à me dire merde, je suis en train de brûler toutes mes cartouches, et en fait je vais pas trouver, quoi. Enfin, je vais me retrouver le bec dans l'eau sans avoir trouvé un travail qui m'intéresse, quoi. En fait, il y a eu un espèce d'instant un petit peu de... Peut-être que le mot panique est un peu fort, mais où tu te dis,
mais en fait, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, voilà, c'est-à-dire que c'est peut-être le problème aussi d'avoir un peu trop de choix. C'est-à-dire que, encore une fois, là maintenant, tu vois, je te dis, avec 20 ans de recul, je pense que la médecine générale, ça m'aurait bien plu, parce que finalement, ce qui m'angoissait vachement, c'était de me dire, je laisse tomber tout le reste et puis je ne fais plus que de la médecine interne. Mais est-ce que la médecine interne, ça m'intéresse suffisamment pour laisser tomber tout le reste? Je ne sais pas. Et du coup, j'avais l'impression d'être dans une sorte de piège, à devoir choisir quelque chose au détriment du reste, mais sans que ce choix soit réellement un choix, puisque c'était pas forcément ce qui m'intéressait le plus. Enfin, ça devenait un casse-tête, en fait. Et c'est vrai qu'il y avait le côté un peu intellectuel de la médecine interne qui me plaisait bien. Et c'est pour ça qu'en deuxième choix, j'ai choisi la néphrologie au deuxième semestre, en me disant c'est un peu comme de la médecine interne, mais c'est peut-être un peu plus ciblé. Peut-être que ça va me plaire. C'est très intello aussi. Et alors ce deuxième stage s'est extrêmement mal passé. Vraiment, j'ai pas du tout. En fait, j'étais la seule interne dans l'équipe médicale. Il y avait pas d'externe. C'était un centre hospitalier périphérique. Il y avait 3 PH, enfin deux PH, un chef de service et moi. Et déjà, j'étais complètement déresponsabilisée. Ça, j'avais rien à faire à part pousser le chariot de dossier. Mais il fallait que je sois là tout le temps, tous les jours, tous les samedis matins. C'était le début du repos de sécurité post-garde. Ça venait de passer, parce que moi, mon premier semestre, le lendemain, on était quand même supposé travailler. Donc le deuxième semestre, là, c'était le premier semestre où les lendemains de garde, on avait le droit de se reposer. Mais en fait, comme j'étais seule interne dans le service, j'ai eu beaucoup de mal à faire passer ça. On m'a pris pour une dangereuse syndicaliste. Et du coup, en fait, on refusait de prendre ce repos de sécurité. Alors, si je le prenais, il fallait qu'en contrepartie, je sois vraiment irréprochable sur tout le reste. Enfin, j'ai eu des relations professionnelles très compliquées avec l'équipe, notamment avec une des personnes de l'équipe qui m'a clairement harcelée, sans que j'arrive à mettre le mot dessus à l'époque. Mais voilà, j'ai été vraiment maltraitée pendant ces 6 mois de stage. Puis alors moi, professionnellement, du coup, j'étais complètement perdue, parce que c'était un peu ma dernière chance, la néphrologie, parce que je me dis, si ça me plaît pas, je sais pas ce que je vais devenir. Donc j'avais un peu dit, en fait, je vais devenir néphrologue, alors qu'en fait, ça m'intéressait vraiment pas pour le coup. Et j'étais en train de me dire, voilà, je choisis cette spécialité-là, je vais devenir néphrologue. Et alors qu'il était évident que ce stage, je ne m'investissais pas dedans, bon, pour différentes raisons, mais aussi à cause du fait que c'était une spécialité qui m'intéressait pas. Et je me voyais en fait en train de courir à ma perte, vraiment en temps réel, quoi. C'était ça a été un stage que j'ai très très mal vécu, parce que j'ai été maltraitée, et aussi parce que j'étais un peu en bout de course au niveau des choix possibles de quoi faire. Et ouais, là pour le coup, là en fin de stage, là j'étais un peu en panique, parce que je me demandais vraiment ce que j'allais devenir, quoi. Et juste pour remettre un petit peu les choses dans le contexte historique, si je me trompe pas, les 2 premières années, tu pouvais faire tes stages un petit peu où tu voulais, mais à la fin des 2 ans, il fallait que tu aies choisi ta spécialité quand même. Exactement. Alors oui, c'est-à-dire qu'on pouvait faire nos stages où on voulait, liberté complète, mais à la fin des 2 ans, il fallait que la spécialité qu'on choisisse, ce soit un des stages qu'on avait déjà fait. Donc finalement, j'avais déjà fait médecine interne, néphro, il me restait 2 semestres, pour choisir un stage, pour faire un stage qui serait un stage de ma spécialité. Donc j'avais quand même plus tellement de choix. C'est-à-dire que tu peux pas faire 2 ans, disons, je fais 2 ans de X ou Y truc, et puis après je choisis Z pour les 2 années suivantes, et ce Z sera ma spécialité. Ça, c'était pas possible. Il fallait quand même qu'on ait fait un stage de la spécialité. Bon, ce qui était super cool par rapport à maintenant. Mais du coup, voilà, j'étais vraiment perdue. Et contre toute attente, en fait, quand il y a eu les choix de stage, je sais pas trop ce qui m'est passé par la tête. Je pense que c'était pas du tout un choix conscient. Et voilà, il y avait cette place en cardio qui me tendait les bras. Et autant la cardiologie, c'était vraiment, je pense, une spécialité qu'à aucun moment j'avais envisagé de faire. Ça me tentait pas du tout. Je trouvais pas ça intéressant. J'aimais pas les cardiologues, qui étaient quand même globalement des spécialistes relativement hautains et désagréables. J'étais nulle en plus en cardio, vraiment pas bonne.
Et j'ai vu cette place et je me suis dit, bon, ça va me permettre en fait d'avoir 6 mois de plus pour réfléchir. Et puis ce sera pas un stage perdu parce que au moins voilà, après 6 mois de cardio, peut-être que je serai un peu meilleure, un peu moins mauvaise en cardio. Et ça me servira partout où je passerai plus tard, ça me servira de toute façon d'avoir fait ce stage en cardio. En fait, t'avais aucune attente vis-à-vis de ce stage. Absolument aucune. D'ailleurs, je me souviens quand j'ai rencontré le chef de service quelques jours avant le début du stage et que, en gros, il m'a dit, comme tout mon cardiologue, tu as pris ce stage en cardio parce que tu veux devenir cardiologue, évidemment, c'est une spécialité. Et que, bon, j'ai regardé un peu, les sourcils froncés, non, pas du tout. Et en fait, il était choqué. C'est-à-dire que, il m'a presque dit, mais tu as pris une place de cardiologie pour 6 mois. Tu as empêché quelqu'un d'autre de devenir cardiologue, donc tu as intérêt à en profiter et à te rendre compte qu'il faut devenir cardiologue, parce que sinon ce sera vraiment du gâchis, quoi. C'était une conversation, mais ubuesque. Et donc voilà, je suis arrivée dans ce service, mais vraiment aucune attente. À aucun moment je me suis dit je vais devenir cardiologue. J'y croyais pas du tout, quoi. Et c'est pour ça qu'en fait le choc relationnel avec les cardiologues sur place a été assez rigolo et finalement assez intéressant, parce que après 6 mois de médecine interne et 6 mois de néphro où quand même j'avais rencontré des médecins qui me semblaient pas hyper épanouis en fait, enfin, qui m'ont jamais dit ah ouais vas-y fais ma spécialité parce qu'elle est trop bien. Ils m'ont toujours dit un peu bah si t'es pas sûr ne fais pas parce que c'est difficile. Là, je suis arrivée en cardio et tout le monde me disait quoi, t'es pas sûre de vouloir faire de la cardio? Mais t'es trop conne, ma pauvre fille, quoi, parce que la cardio c'est génial. Et ça a vraiment, je pense que c'est un peu ça qui m'a convaincue, parce que je me suis mise à voir la spécialité à travers leurs yeux. Et je ne connais pas un cardiologue qui ne soit pas ravi de faire sa spécialité en fait. Et je pense que c'est une exception au niveau médical. Et c'est vrai que je me suis mise à trouver que c'était pas mal en fait. Et j'ai été forcément influencée par l'équipe, parce que les gens étaient contents de venir. Il y avait une ambiance pas forcément super bienveillante, mais globalement les médecins étaient contents de venir travailler. Ils aimaient ce qu'ils faisaient. Il y avait un peu de guéguerre d'ego comme souvent, mais voilà, ils étaient contents d'eux. Ils avaient l'impression qu'ils traitaient bien les gens, que les patients ils sortaient guéris, que ils avaient plein de possibilités thérapeutiques, voilà, que c'était une belle spécialité, qu'en plus on les appelait tout le temps pour des avis, alors que eux avaient besoin de l'avis de personne, puisque c'est une spécialité qui est complètement auto-centrée en fait, qui interagit très peu avec le reste. Donc c'est vrai qu'on n'a pas besoin des autres, on vit en circuit fermé, on fait nos propres examens complémentaires. Et c'est vrai que les patients sont relativement bien soignés en cardiologie. On a quand même on a beaucoup de chance à ce niveau-là. On guérit les gens, ou si on les guérit pas, on les améliore grandement. Enfin, je pense que c'est une spécialité dans laquelle les malades sont satisfaits de la prise en charge thérapeutique, parce qu'on a beaucoup de possibilités. Et voilà, donc en fait, c'est ça qui m'a convaincue. C'est pas du tout la spécialité théorique que j'avais apprise à la fac. C'est la pratique. En tant qu'interne dans un service, de voir quel service on pouvait rendre aux patients et à quel point c'était gratifiant pour nous. Et du coup voilà, donc c'est grâce à ça que j'ai décidé de devenir cardiologue, et c'est pour ça que je trouve que c'est quand même vraiment vraiment fort dommage qu'on n'apprenne pas les spécialités sous cet angle-là pendant nos études. Parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on apprend en fait. C'est pas du savoir théorique. C'est pas j'adore les cours sur la TV, je trouve ça génial, ou comment traiter l'infarctus en 10 minutes. C'est quel service on peut rendre aux gens, et dans quelle relation ça nous met vis-à-vis du malade, et quel plaisir on peut en tirer. C'est quelque chose de complètement empirique en fait. Et je trouve ça vraiment dommage, voilà, que ce soit un sujet qui soit jamais abordé à la fac. Pour te donner l'exemple par rapport à la néphrologie, qui est une très belle spécialité, je dis pas le contraire. Mais tout l'intérêt, enfin moi l'impression que j'en ai eu quand je suis passée en néphrologie, c'est que tout l'intérêt de la néphrologie, c'est quand même c'est une mécanique, une
une gymnastique intellectuelle pour arriver à un diagnostic. Mais une fois qu'on a le diagnostic, qu'est-ce qu'on propose? Rien. Pas grand-chose, en tout cas. On propose d'accompagner le malade, et puis bien souvent, ça se termine avec une dialyse ou une greffe. Mais le grand intérêt, l'impression que j'en ai eu en tout cas quand j'étais interne, le grand intérêt de cette spécialité, c'était de faire un beau diagnostic, plus que la suite de la prise en charge. Bon, les néphrologues vont me détester d'avoir dit ça, mais moi ça m'a beaucoup frustrée en fait, de me rendre compte qu'une fois que le diagnostic était fait, en fait il restait 90% du boulot, mais les 90% du boulot, moi je les trouvais pas intéressants. Donc moi c'est ce qui m'a convaincue, voilà, de faire de la cardiologie. Est-ce que je pourrais résumer ça en disant que finalement, ce qui t'intéresse, c'est pas tant de savoir ce qu'a le patient, mais plutôt de pouvoir rendre service au patient? Ah, complètement. Et d'ailleurs, heureusement, parce que la cardiologie, enfin surtout la cardiologie de ville, c'est une spécialité qui est extrêmement répétitive. Les gens qui se moquent des cardiologues vont te dire que en ville, tu vois 50% de douleur thoracique, 50% d'hypertension. Et ils ont pas complètement tort. C'est quelque chose, si t'aimes pas ça, enfin si t'aimes pas, si tu n'aimes pas la pratique clinique avec des patients et le service que tu peux leur rendre, si ce qui t'intéresse c'est de faire un joli diagnostic, clairement la cardiologie n'est pas faite pour toi. Il n'y a pas beaucoup de diagnostics à faire. En plus c'est une petite spécialité. Donc oui. Ce que tu me décris de la cardiologie, c'est qu'il n'y a pas énormément de diagnostics à faire, mais par contre, derrière, tu as pas mal de possibilités thérapeutiques qui font que tu vas pouvoir aider concrètement ton patient à aller mieux avec les 3 maladies en cardiologie qui existent. Non, 3 maladies, tu exagères. J'exagère exprès, mais finalement, l'intérêt, c'est vraiment d'être là, de jouer sur la partie thérapeutique. Complètement. Et l'intérêt aussi, moi je trouve, et c'est là que je rejoins le conseil que les psychiatres m'avaient donné, c'est que en fait, à la fin, je parle en cardiologie de ville, évidemment pas en musique, mais en cardiologie de ville, si tu veux très vite, tu vas te retrouver à très bien maîtriser en fait les motifs de consultation et les raisons pour lesquelles les patients viennent te voir. Et du coup, comme tu le maîtrises parfaitement, tu arrives très vite à aller au-delà de ça, et donc à être dans une relation qui va être plus profonde que le motif de consultation, bon, pour peu que, évidemment, tu sois dans un suivi régulier, mais où tu arrives à parler d'autre chose, en fait. Et à suivre les gens de manière médicale globale. Donc avec, effectivement, de la psychiatrie, avec d'autres spécialités médicales, avec des gens qui te racontent leur vie. Et en plus, voilà, cerise sur le gâteau, avec la possibilité, bon, sur le plan cardiologique, pas sur le reste, mais avec la possibilité de leur proposer une prise en charge qui va vraiment les aider au niveau thérapeutique. Mais moi, je me retrouve, enfin, j'ai des douleurs thoraciques qui ne sont pas d'origine cardiologique, j'en vois tous les jours. Donc, je me retrouve à discuter avec des gens qui ont des symptômes qui sont souvent des symptômes d'angoisse ou voilà, de la somatisation d'un problème X ou Y, et donc à être dans une position de témoins qui écoutent simplement de manière, j'espère, bienveillante et attentive, et qui, rien que grâce à cela, permet aussi d'aider le patient. Donc ça, c'est quelque chose qui compte pour moi aussi au quotidien. Il n'y a pas que de la cardiologie dans la pratique cardiologique de ville, ça c'est sûr. Là, tu me parles de la cardiologie de ville, mais on en était resté à des stages d'internat, cette pratique extrêmement hospitalo-centrée. Il s'est passé quoi entre ce stage à l'hôpital où tu te dis « Ah ouais, mais ces cardiologues, ils sont heureux d'être cardiologues. Moi aussi, j'ai envie d'être heureuse dans ma spécialité. Peut-être que je vais envisager la cardiologie. » T'es là, et comment tu arrives à cardiologue dans une banlieue désert médical en libéral? Il y a quand même encore des étapes, j'imagine, entre les deux. C'est vrai, il y a pas mal d'étapes. Comme un peu tout dans mes choix, tu vois, entre mes choix en fin de terminale et mes choix d'internat et tout le reste, c'est des choix qui sont pas vraiment des choix, c'est des bifurcations à certains moments qui font que je me suis retrouvée sur certains chemins par hasard.
que j'ai choisi ou non de continuer. Mais voilà, il n'y a jamais vraiment eu de plan prémédité ou prédéfini. J'ai quand même été souvent dans des situations. Enfin, je trouve que je me suis souvent mise en difficulté un peu malgré moi. À souvent ne pas choisir ce qui m'attirait le plus, mais souvent choisir comment dire, ce qui semblait être le plus conseillé. C'était pas, enfin par exemple, voilà, donc pour te dire, donc j'ai choisi, c'est pas très clair ce que je raconte, mais donc je me suis retrouvée avec ce stage de cardiologie là où je me suis dit bah je vais devenir cardiologue, allez, allons-y. Et bon, ça, c'est vrai que ça faisait aussi partie des points positifs de la cardiologie, c'est-à-dire qu'on pouvait faire ça en ville, à l'hôpital, en clinique, un peu n'importe où, hein, contrairement à la médecine interne et la néphro. Et c'est vrai que ça faisait aussi, enfin c'est ça a pesé aussi dans la balance parce que le côté un peu, je me retrouve coincée à l'hôpital parce que je peux pas exercer ailleurs, me faisait peur. Enfin j'ai souvent eu un peu l'envie de fuir les choses, surtout les choses qui me sont imposées. J'aime bien garder ma liberté. Et c'est vrai que voilà, donc l'idée de devenir cardiologue avec cette porte de sortie possible vers autre chose que l'hôpital me plaisait aussi. Et du coup voilà, j'ai continué mon internat en faisant de la cardiologie. Et alors qu'est-ce qui s'est passé après ? Eh bien dans mon cursus de cardiologie, il fallait que je fasse un stage en réanimation. Et j'ai choisi un stage en réanimation médicale. C'était un stage extrêmement dur, extrêmement dur, stage de réa quoi. Enfin pour moi c'était très dur parce que ça, alors, c'est pas du tout la vision de la médecine que j'ai, en tout cas la médecine qui me plaît, c'est-à-dire qu'en fait il y avait que des gens intubés, hein, voilà, donc tu n'as plus aucun contact avec le patient. Et tu fais beaucoup de gestes techniques, il y a beaucoup d'urgences, il y a beaucoup de morts, il y a énormément de stress. Et alors moi, ça, c'est une pratique que pour le coup, je n'aime pas du tout, qui me pousse dans mes retranchements. Moi, j'ai juste envie d'aller me cacher derrière un bureau et d'attendre 18h30 et de rentrer chez moi. Donc, j'ai pas fait très bonne impression dans le service, je pense. En tout cas, on m'a pas proposé de prendre des gardes de seniors à la fin du stage. Et j'ai vraiment détesté ce stage et je l'ai très très mal vécu. Vraiment à un point que le dimanche soir, j'en avais des crampes d'estomac à l'idée de retourner dans le service le lendemain et à deux doigts d'abandonner ce stage et de laisser tomber quoi. Et c'était une période aussi où dans ma vie personnelle, j'étais pas vraiment, ma vie personnelle n'était pas dans un équilibre fantastique non plus, donc j'étais un peu un peu les pieds dans le vide en fait. Et voilà, ça a été toutes ces choses, voilà, le travail qui me convenait pas, ma vie personnelle qui était compliquée, tout ça a contribué à me déséquilibrer en fait et me faire un peu trébucher et je savais plus ce que j'allais devenir en fait. Ma vie ne semblait plus rimer à rien. Même si je gardais cette idée que je dans ce cursus de cardiologie, mais un stage ça dure 6 mois et 6 mois c'est très long en fait quand tu es dans un stage qui ne te plaît pas. Et en fait c'est là que j'ai pris la décision de m'arrêter 6 mois, de prendre 6 mois de disponibilité parce que il fallait que je dise stop, que j'arrête, que j'aille prendre une bouffée d'air frais ailleurs que dans la médecine parce que j'avais l'impression que ça allait m'engloutir entièrement en fait. Et donc j'ai fait cette demande de disponibilité à la fin de ce stage de réa. Donc les demandes de dispo c'est plus de 6 mois à l'avance. Donc après je me suis retrouvée dans un autre stage de cardio qui s'est bien passé, mais moi j'étais en semi burn-out, hein, donc j'étais pas vraiment impliquée. Enfin je voyais tout à travers une espèce de vitre qui me laissait à distance de l'équipe et de tout le reste. Et voilà, donc j'ai fait ce stage de cardio juste avant ma disponibilité, puis j'ai pris cette disponibilité. Et puis il fallait que je survive pendant ces 6 mois de dispo, donc c'était pile au moment où je pouvais avoir une licence de remplacement. Et donc j'ai fait des demandes de remplacement en ville pour gagner de l'argent. C'est comme ça que j'ai découvert la pratique de ville. Et j'ai adoré. Et en fait, je me suis retrouvée dans un cabinet comme ça. J'avais 27 ans,
j'étais pas médecin, j'étais interne. J'ai trouvé ça extraordinaire en fait de me retrouver enfin seule face à un patient, d'égal à égal, sans équipe autour de moi, sans chef, sans tout ce carcan hospitalier autour. Cette médecine que t'attendais là depuis que ta 2e année, ça y est, t'y étais enfin, quoi. Bah c'est possible. Après, moi j'ai un défaut qui est que je m'enthousiasme très vite pour les choses et puis je m'en lasse très vite aussi. Donc c'est vrai que je me suis aussi dit attends, peut-être que tu trouves ça super parce que c'est nouveau. Mais est-ce que tu serais prête à faire ça pendant 40 ans? J'en savais rien. Mais en tout cas, ça m'a vachement apaisé de découvrir cette pratique de consultation en libéral, parce que je me suis dit, c'est bon, ma porte de sortie, je l'ai. Si j'ai envie de me tirer dans 2 ans après mon internat de l'hôpital et de plus jamais y mettre les pieds, c'est possible. Et ça a été vraiment un soulagement. Vraiment, je m'en souviens, c'était c'est bon, je peux respirer, j'ai une voie de fuite, quoi. Et donc ça a été le premier pas vers le libéral. Après, voilà, j'ai fini mon internat. La fin de l'internat, en fait, j'en avais marre de l'hôpital, j'en avais marre d'être interne, j'en avais marre de devoir faire une thèse, voilà. Tout ça me fatiguait. Donc voilà, j'ai fini mon internat rapido. Et puis j'ai quand même pris alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant cette fameuse disponibilité, il se passait plein de choses. J'ai découvert le libéral et puis j'ai rencontré mon chéri, le père de mes enfants. Et du coup, cet homme-là, qui était parisien, alors que moi j'étais donc toujours à Grenoble, si vous suivez un peu, il fallait aussi que je trouve le moyen de me rapprocher de lui. Bon, alors je passe sur les péripéties diverses et variées de notre couple, puisque lui, il est parti vivre à New York quelques années. Mais bon, voilà. Donc moi, la première étape qu'il fallait que je complète, c'était de rentrer à Paris. Donc j'ai terminé mon internat et puis il fallait que je rentre à Paris. Alors le poste de chef, c'était pas du tout une obligation. Le problème, c'est que moi, à Paris, je connaissais personne en cardiologie puisque j'avais fait tout mon internat à Grenoble et que je me voyais mal m'installer cardiologue libéral à Paris en ne connaissant ni aucun service hospitalier, ni aucun collègue, ni rien du tout, ni comment ça se passait. Enfin voilà, c'est quand même bien quand on s'installe quelque part d'avoir un peu l'idée de comment les choses se passent en pratique. Excuse-moi, mais ça veut dire que là, tes choix de carrière, c'est être en adéquation avec ta vie personnelle, donc être dans la ville qui te permet d'avoir ta vie de couple. Et en même temps, tu te dis, ok, le projet, c'est déjà de t'installer, mais tu veux t'installer dans de bonnes conditions, donc te faire un réseau hospitalier avant de t'installer, en fait. Oui, alors après, ça a pas été aussi, je pense que ça a pas été aussi réfléchi que ça. Hein. Globalement, je réfléchis pas beaucoup en général avant de faire des choix. C'est un de mes défauts souvent. Mais c'était plus, voilà, là, faut que je rentre à Paris parce que de toute façon, à Grenoble, mon mec va jamais venir y travailler. Donc, soit on vit éternellement à distance, soit je rentre à Paris. Bon, de toute façon, moi, j'avais envie de rentrer à Paris parce que Grenoble, c'est une ville qui est hyper sympa et j'ai rencontré plein de gens super et j'y ai passé 4 années vraiment qui me laissent de très bons souvenirs, mais j'avais un peu l'impression d'en avoir fait le tour. Je me sentais pas du tout grenobloise. Enfin voilà, j'avais envie de rentrer chez moi en fait. Donc c'est vrai que l'idée c'était quand même vraiment de rentrer à Paris. Voilà, il n'y avait pas de plan de carrière ou d'idée à plus 10 ans de comment ça allait se passer. Je voulais rentrer à Paris. Et la manière la plus simple pour moi de rentrer à Paris en ayant les moyens de subsister, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, hein, c'était quand même d'avoir un poste quelque part à l'hôpital. Donc chef de clinique, puis me faire évidemment un réseau éventuellement pour travailler après. Mais j'avais très peur de rentrer à Paris sans poste, en cherchant juste des remplacements et en subsistant comme ça. Je savais pas si c'était possible, ne connaissant personne sur place. Ça me semblait compliqué en fait. Donc assez vite en fait, un de mes chefs de Grenoble, il y avait un collègue à Paris qui cherchait une chef de clinique, m'a branché là-dessus. Donc ça s'est fait vraiment sans douleur, très simplement. Et donc je me suis retrouvée avec un poste le 1er novembre à Paris de chef de clinique, même si c'était pas forcément voilà ce que je voulais faire absolument, mais voilà, ça a été relativement simple à mettre en œuvre et c'est comme ça que je me suis retrouvée chef à Paris, quoi. Et t'as tenu 2 ans en tant que chef? J'ai tenu 3 ans en tant que chef. 3 ans. Non, parce qu'en fait assez vite ça s'est bien passé dans le service où j'étais à Paris. Le chef de service
était sympa, ça se passait bien entre nous. Et en fait, très vite, il m'a proposé, en fait, et c'était la première fois que quelqu'un me proposait ça, de rester dans le service. Il me dit, j'aimerais bien que tu restes travailler avec nous. Donc, voilà, les postes de PH à Paris, bon, c'était il y a longtemps, hein, parce que maintenant ça se passerait plus comme ça. Mais bon, à l'époque, on arrivait quand même à te dire que les postes de PH ça n'existait pas, que pour rester à l'hôpital, il fallait devenir MCU, puis PUPH, une carrière hospitalo-universitaire ou rien. Donc il m'a dit voilà, donc si tu es partante, on se lance là-dedans. Donc c'était quand même extrêmement flatteur. Et j'ai dit oui. Et du coup, moi, j'avais pas fait de master, j'avais pas fait de DEA à l'époque, ça s'appelait, pendant mon internat. Donc, il fallait que je fasse un master, puis que je m'inscrive en thèse de sciences, puis que je passe des concours. Donc en fait, j'ai fait un master de statistique en même temps que ma 3e année de clinica, pour vraiment dans l'optique de continuer ensuite sur ce trajet-là. Mais en fait, je me suis rendu compte pendant que je faisais ce master que en fait c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire, quoi. Je m'étais laissé séduire par les belles paroles de ce chef de service et j'avais cédé à la vanité. C'est-à-dire, on te dit que tu es désiré quelque part, que tu serais vraiment bien dans le service, que t'as l'impression. Voilà, c'est très difficile à refuser. Enfin, faut être vraiment sûr de ce qu'on veut faire pour dire non, ça m'intéresse pas. Moi, je veux faire du cabinet. Donc c'est vrai que j'ai dit oui et ça se trouve si ça m'avait plu d'ailleurs, je serais restée. Mais voilà, moi en fait très vite l'espèce de pression qu'on te met sans cesse, faut publier, tu publies pas assez, t'auras pas de poste. On te connaît pas, ça va pas. Enfin voilà, moi c'est super vite ça m'a gonflé. Enfin en fait ça m'intéressait pas du tout. Donc j'ai fini par dire en fait non, j'ai pas envie de rester, désolée. Donc voilà, donc j'ai fini mon master, mais moi j'en garde un super souvenir de ce master. J'ai rencontré plein de gens vraiment sympas aussi. Mais voilà, donc après le master, j'ai passé j'ai fait mon mémoire de master et puis je suis partie, quoi. Et puis c'était fini. Donc un peu du jour au lendemain, je me suis retrouvée de nouveau sans rien, quoi. C'est-à-dire que j'avais pas préparé ma sortie en libéral puisque je m'étais un peu jetée là-dedans dans ce master et cette idée de carrière hospitalo-universitaire. Donc et comme quand j'ai dit que ça m'intéressait pas, ça devait être peut-être au mois d'août pour le mois de novembre. Donc je me suis retrouvée le 1er novembre, j'avais plus de poste évidemment. J'avais pas cherché de remplacement, c'était le flou complet, quoi. Et tu fais quoi du coup à ce moment-là? J'ai cherché des remplacements et en fait j'ai recommencé alors c'est là que je me suis rendu compte que les remplacements à Paris c'est impossible à trouver. À Paris personne ne se fait remplacer en fait. Parce que, bon, peut-être que maintenant c'est différent, encore une fois, mais à l'époque, la démographie médicale n'était pas la même que maintenant, mais les cardiologues parisiens, ils avaient une toute petite patientèle, donc ils étaient certainement pas prêts à la partager avec un remplaçant. Quand ils partent en vacances, ils ferment leur cabinet. Et du coup, personne ne voulait de remplaçant. Donc j'ai commencé à chercher un peu plus loin, en banlieue, et puis je suis repartie remplacer dans les dom-toms, ce que j'avais fait déjà pendant ma dispo. Donc j'ai été un peu à droite à gauche dans tous les sens. Et puis j'en ai profité pour me former un peu mieux en échographie cardiaque, refaire un DU. Et puis il fallait un terrain de stage en fait pour valider les échographies faites dans le cadre de ce DU. Et c'est comme ça qu'en fait que je suis tombée. J'ai appelé le premier numéro qu'il y avait sur la liste parce que ces 3 ans de clinica à Paris ne m'ont pas du tout permis de me faire un réseau, soit dit en passant. Parce que en fait Paris c'est très grand, c'est très différent de Grenoble, donc en fait je connaissais absolument personne. Enfin il y a 15 services de cardiologie à Paris, il y a aucun moyen. Non mais j'avais raisonné comme ça parce qu'à Grenoble très vite tu connais à peu près tout le monde dans Grenoble et dans les alentours, mais à Paris c'est complètement différent. L'échelle est de 1 sur 50, quoi. Donc en fait je connaissais rien ni personne. Et donc j'ai appelé le premier numéro qui était sur cette liste là pour ce DU. Et donc c'était un numéro d'un hôpital de banlieue, une banlieue dans laquelle je n'étais jamais allée. Et l'échographiste du service m'a accepté dans le service pour faire ma partie pratique. Et c'est comme ça que j'ai débarqué pour la première fois dans la ville où je travaille aujourd'hui. Donc je suis allée à l'hôpital et j'ai rencontré ce cardiologue-là qui était un type extraordinaire, qui m'a appris plein de trucs et qui a été ma motivation principale après pour m'installer là. C'est-à-dire que
le service de cardiologie de l'hôpital était vraiment sympa, les médecins étaient accueillants, le niveau était bon. Et très vite, en fait, il y avait une cardiologue libérale qui bossait aussi à l'hôpital qui m'a dit qu'elle prenait sa retraite et qu'elle cherchait quelqu'un pour prendre la suite. Et bon, au début, j'ai refusé parce que je voulais pas m'installer comme ça directement sans avoir quelques années d'expérience en remplacement. Et puis finalement, j'ai accepté de la remplacer, mais en lui disant, je prendrai pas votre cabinet, je veux bien vous remplacer, mais je ne viendrai pas définitivement. Et puis 3 mois après, j'ai signé, parce que c'est pour ça mes choix sont à chaque fois c'est jamais très réfléchi en fait, si tu regardes a posteriori. Mais j'ai adoré son cabinet qui est donc là où je suis là aujourd'hui. J'ai adoré les patients qu'elle avait, la relation qu'elle avait avec eux, que j'ai réussi, j'espère, à poursuivre. Je me suis sentie extrêmement bien accueillie. Et j'ai eu vraiment l'impression d'avoir trouvé ma place, en fait. D'être là où je devais être. Mais tout ne s'est pas fait en un jour, parce que quand j'ai signé, je me suis dit, j'ai acheté un appareil déco en leasing pour 5 ans. Je me suis dit, voilà, je rembourse l'appareil déco. Puis après, on voit. Mais ce serait vertigineux de se dire, voilà, j'ai signé en 2010 et j'y serai jusqu'en 2040. C'est pas possible de voir 30 ans en avance comme ça. Une pratique qui est quand même relativement répétitive et puis surtout qui ne se modifie pas avec le temps. C'est-à-dire que je fais exactement le même travail qu'il y a 10 ans et dans 20 ans, je ferai encore le même. On n'évolue pas. C'est pas un poste c'est pas un poste qui change avec l'expérience ou avec. On change dans notre manière de pratiquer, mais la pratique au fond, elle reste la même du premier au dernier jour. Donc c'est vrai que c'est vertigineux de se dire je vais faire le même travail à 30 ans et à 65 ans. C'est pas possible, je pense. Donc il faut pas voir aussi loin. Donc moi j'avais dit 5 ans. Et puis au bout de 5 ans, je me dis bon allez, encore 5 ans. Et puis là, ça va faire j'ai commencé à remplacer, je pense, en mai 2010. Donc voilà, donc ça fait 13 ans. Je sais pas si je resterai jusqu'au bout, mais pour l'instant, je me vois pas partir en tout cas. Ça fait 13 ans. À aucun moment tu t'es dit non, là ça va plus, il faut que j'arrête. Alors je me le suis dit au début, en fait, assez étonnamment, peut-être au bout de 6 mois. J'ai eu une espèce de sensation de lassitude où je me dis mais c'est pas possible, je peux pas faire ce travail-là pendant 30 ans de suite. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est parce que j'avais beaucoup trop travaillé. C'est-à-dire que au début, on se dit toujours c'est un cabinet libéral, il faut que ça tourne, quoi, parce que tu sais pas trop quelles vont être tes charges. On sait pas comment ça marche, c'est le mystère complet parce qu'on nous apprend pas du tout ça. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup donné de moi, de mon temps, de mon énergie au début, et en fait au bout de 6 mois, j'étais vraiment claquée. Et je me suis dit que c'est parce que, en fait, j'ai cru que c'était parce que j'en avais marre, quoi. Que voilà, c'était comme je t'ai déjà dit, je me lasse. Moi, je suis quelqu'un qui se lasse très vite des choses, et je me dis voilà, c'est fini, je me suis lassée. J'ai 34 ans, que vais-je faire maintenant de ma vie, quoi. Et en fait, je suis partie en vacances, et puis quand je suis revenue, c'était parti. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'arrive régulièrement, mais maintenant j'arrive à l'identifier. Voilà, quand j'en ai vraiment super marre, que tout le monde me semble super pénible, avec des demandes pas possibles, et que j'en ai ras-le-bol de voir des patients du matin au soir, souvent je le vois comme un signal d'alarme, en fait. C'est souvent parce que je suis très fatiguée et que je sature. Et il suffit que je parte un petit peu, et quand je reviens, ça se passe bien. Donc non, pour l'instant, j'ai pas eu ça m'est arrivé, mais ça a toujours été fugace, ça a jamais été quelque chose de prolongé. De me dire, putain, j'en peux plus, il faut que je me casse d'ici, quoi. Il y a des moments, mais en général, une semaine après, ça va. Ouais, quand t'as cette petite voix dans ta tête qui dit casse-toi, tu pars en vacances et tu réévalues après, quoi. Alors, ça marche pas comme ça parce que malheureusement, on a des délais d'attente qui sont beaucoup trop longs. Donc, si je pouvais partir en vacances du jour au lendemain, ce serait trop beau. Mais oui, ça m'est déjà arrivé de décaler, par exemple, une demi-journée de patient à la semaine suivante en disant c'est bon, prends une après-midi, fais autre chose, repose-toi. Et puis aussi, je sais aussi prendre du recul, c'est-à-dire de me dire ok, tout le monde est super chiant, c'est probablement juste moi qui suis fatiguée, les gens sont pas plus pénibles que d'habitude, et du coup à l'accepter. Parce que quand ce qui fait un peu paniquer, c'est que quand tu dis les gens sont super chiants parce qu'ils sont vraiment super chiants, c'est pas moi qui ai un problème. Là, ça devient vraiment questionnant parce que tu dis en fait, j'ai plus envie de faire ce travail.
Mais si tu dis juste, c'est juste parce que t'en as marre, t'inquiète pas, ça va revenir, ça permet beaucoup de relativiser aussi et de trouver les gens un peu moins chiants. Donc, ouais, non, ça va. En fait, j'arrive à peu près à gérer. Et en vrai, vu les textes que tu publies sur Instagram, les gens, tu les aimes plus que tu les détestes. Ah bah oui, non mais bien sûr, je te parle c'est parce qu'on en est venu à parler des moments où on en a vraiment marre et de se lasser du cabinet. Après, ça reste globalement un plaisir de travailler, ça c'est sûr. Mais non seulement parce que j'aime les patients que j'ai et j'espère que eux-mêmes aussi. Mais non, mais aussi parce que je travaille dans des conditions matérielles qui sont extrêmement confortables. Je choisis mes horaires. J'ai des gens qui sont globalement contents de me voir. Je fais un travail qui me plaît. J'ai un cabinet qui est agréable. Je suis en vacances quand j'ai envie d'être en vacances. C'est-à-dire, il y a pas beaucoup de métiers qui peuvent enfin, il y a pas beaucoup de métiers dans lesquels on peut se vanter d'avoir autant de choses positives. C'est un beau métier quand même, médecin. Je sais qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de difficultés qui surgissent en ce moment et je ne les nie pas du tout et elles me pèsent aussi. Mais il y a quand même beaucoup de points positifs à faire de la médecine de ville. On est quand même hyper libre de faire ce qu'on veut, dans une relation qui est extrêmement privilégiée avec les gens qui nous consultent. On a une grande liberté, et moi je trouve que c'est génial. Et rien que ça, on devrait l'apprécier au quotidien. Alors si en plus ça se passe bien avec les patients et petit à petit on tisse des liens qui vont au-delà de la simple consultation médicale, bah, c'est la cerise sur le gâteau. Je veux dire, on peut pas enfin, c'est déjà génial, quoi. Donc j'essaye de m'en souvenir au quotidien quand même, hein. Alors effectivement, il y a des journées qui sont plus faciles que d'autres, il y a des moments où j'ai pas envie d'aller bosser comme tout le monde, mais je suis quand même consciente de ma chance, quoi. Comme l'heure tourne, je vais te poser la dernière question rituelle de ce podcast. Et quelle est ta tenue de travail ? Globalement, je vais travailler à peu près de la même façon que je m'habille quand je vais travailler. J'ai un jean, j'ai des Vans, une chemise. J'ai des tatouages sur les bras et ça, j'ai encore du mal à assumer complètement de les montrer dans leur intégralité. Donc, en général, j'ai des manches longues ou alors au moins des manches qui vont quasiment jusqu'au coude. C'est-à-dire qu'on peut les voir mais pas en entier. Je vais pas travailler en débardeur. J'ai pas envie que ça cannibalise tout le reste de la consultation avec des patients qui regardent mes bras avec des yeux écarquillés parce que j'ai des patients qui sont quand même souvent assez vieux. Mais voilà, sinon non, je fais pas beaucoup de. Enfin, il y a pas de. Je fais pas de. Je n'ai pas de blouse et je n'ai pas de protocole particulier pour travailler. J'essaye d'être habillée exactement comme je le serais dans la vie de tous les jours, d'être la personne la plus accessible possible dans ma façon d'être en apparence vis-à-vis des gens. C'est-à-dire qu'ils me croisent dans le cabinet exactement comme ils me croiseraient dans la rue, en fait. Je te remercie, Madame le Docteur Vagin, d'avoir répondu à toutes mes questions. Ben, merci beaucoup de m'avoir invitée, en tout cas. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré. J'adore recevoir vos retours par mail ou via mes réseaux sociaux. Vous trouverez dans les notes de l'épisode comment me contacter. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les épisodes, à raconter vos témoignages de médecins, à me faire des propositions d'invités. Je suis toujours ravie de vous lire. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est le bouche à oreille qui lui permet de se faire connaître. Et n'hésitez pas non plus à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sympathique sur vos applications de podcast. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Podcast La Consulte. Et aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Toutes les références sont dans les notes de l'épisode. À bientôt!